Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Deuxième jour de visite ministérielle pour Gérald Darmanin et Jean-François Carenco. Une journée consacrée à la rencontre des différents groupes et partis politiques. Que retenir de ces rencontres aujourd'hui? Les détails dans ce journal. Ce jeudi et ce vendredi, les libéraux seront en grève. Objectif: interpeller le gouvernement. Au cœur du mécontentement, la pénurie de médecins et surtout le syndicat des médecins libéraux a rencontré aujourd'hui la présidente de la province sud. Est-ce que des solutions seront proposées? Réponse avec notre invité ce soir, Dr Yohan Nowen. Vous êtes le secrétaire du syndicat et vous êtes notre invité depuis nos bureaux de Nouméa. Et enfin, lundi prochain, le pays marquera le 38e anniversaire de l'embuscade de Wagnat à Yingen en province nord. Une commémoration qui pose une nouvelle fois le travail de mémoire que le pays doit accomplir. C'est le sujet que nous avons choisi d'aborder dans l'œil de la rédaction. Et enfin, les écoles primaires du district de Lassi à Lifou fêtent le patrimoine. Objectif: sauvegarder et transmettre notre culture. Un moment festif à vivre à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, plus de 100 hectares de végétation brûlés à Basse-Poya. Les habitations et la station de service menacées ne sont plus en danger à l'heure actuelle. Le feu est sous surveillance par les pompiers de Koné, de Bourail et ceux de la sécurité civile. La route a été bloquée dans les deux sens. Cédric Thier était sur place. Dans la voiture. Je suis en train de suivre la tête de feu et je traite tous les doigts que je peux. L'adjudant Boama, responsable de la sécurité civile en province nord, a pour mission de coordonner les forces de l'ordre, l'hélicoptère, le bombardier d'eau, la mairie et les pompiers de Koné et Bourail. Autant de forces vives pour faire face à un feu difficilement contrôlable. Là, on est sur le flanc gauche du feu. On privilégie en fait la station-service. C'est notre plus gros risque ici pour l'instant, c'est la station-service. La tête du feu, elle avance toute seule en direction des habitations de Basse-Poya. Et nous, notre mission pour le CCFM Bourail, c'est de rester en protection ici et de privilégier le flanc gauche. La station est donc sécurisée à une centaine de mètres. Des habitations ont également chauffé durant ce malheureux épisode. Depuis son jardin, Richard a les yeux rivés sur le feu. Oui, ben on surveille, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec nos deux mains, quoi, hein? On n'a pas grand-chose, quoi, hein? Parce que ça fait une semaine que ça brûle, quoi, hein? Et personne n'a rien fait depuis une semaine. On attend toujours qu'il y ait un gros feu pour pouvoir l'éteindre, alors que quand ça part petit, c'est si vite éteint. Tu redescends vers le 4000 et tu vois, tu as de la fumée noire. L'adjudant Boama de la sécurité civile et les soldats du feu ont donné le meilleur pour canaliser le feu et sécuriser la population. En fin d'après-midi, une pluie est venue alléger le travail. Après plus de 2 heures d'attente, les automobilistes ont pu reprendre la route. Les pompiers maintiennent une surveillance d'un potentiel nouveau départ. Voilà, donc c'est plus de 100 hectares brûlés du côté de Poya. La période de feu continue jusqu'au 15 décembre, donc vigilance. Politique à présent, deuxième jour de visite ministérielle de Gérald Darmanin et Jean-François Carenco. Une journée essentiellement consacrée à la rencontre des différents groupes et partis politiques. On retrouve en direct du Haut-Commissariat Audrey Poidi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que peut-on retenir de ces rencontres ce soir? Une journée riche en rencontres. Après un entretien avec la présidente de la province sud ce matin à 7h, Gérald Darmanin et Jean-François Carenco ont enchaîné les visites ici au Haut-Saria. Les groupes non indépendantistes ont été reçus dans la matinée. Le groupe L'Avenir en Confiance, les Loyalistes ou encore Calédonie Ensemble, chacun a été reçu tour à tour. Et sans surprise, c'est la satisfaction pour chacun. Je vous propose d'écouter Philippe Gomez. Aujourd'hui, le ministre dit lui-même, il n'y a plus de date. On va laisser du temps au temps. Deuxième élément, jusqu'à maintenant, les indépendantistes étaient dans une fermeture totale. Or, cette fois-ci, même s'ils parlent de réunions de travail et pas de bilatérales, il y aura bien des rencontres approfondies
avec les différents mouvements indépendantistes à l'occasion du séjour ministériel. Troisième élément positif, on s'engage effectivement dans une bilatérale avec les indépendantistes et l'État. Cette bilatérale est le préalable nécessaire aux discussions tripartites. Tant que les indépendantistes et l'État n'auront pas purgé ce qui aujourd'hui les oppose depuis le référendum du 12 décembre, on n'arrivera pas à passer à la seconde étape, c'est-à-dire les discussions tripartites qui permettront, je le souhaite en tout cas, d'aboutir à un consensus local qui lui-même sera le préalable à un consensus national qui nous permettra de modifier la Constitution de la République et ensuite de saisir les Calédoniens dans le cadre du référendum de projet. Donc vous voyez, c'est une trajectoire, elle ne va pas s'écrire en quelques mois, en quelques réunions. Elle va s'écrire probablement sur les 12 à 18 prochains mois. Après un déjeuner avec les différents représentants des institutions, place aux rencontres avec les élus indépendantistes. Premier parti à être reçu, le PALICA, pour qui le bilan est positif. Écoutons Jean-Pierre Djaïoué. On a été agréablement surpris de savoir que l'État il est dans un esprit de partenaire, d'ouverture, et que tous les sujets peuvent être discutés, il n'y a aucun sujet tabou. Nous avons montré cette bonne volonté de venir autour de la table aujourd'hui. Nous allons le faire dans les prochains mois. En attendant qu'au niveau du FLNKS, nous puissions trouver, une fois notre congrès fait, congrès du FLNKS, on puisse revenir dans un format FLNKS pour être autour de la table, pour discuter. Donc on aura, au plus tard, en début de l'année prochaine, il faudra reprendre les discussions. Mais nous commençons déjà les discussions ici et l'État sait bien dans quelle option, dans quel état d'esprit nous sommes et vers quel projet sur lequel nous voulons travailler. Pour l'UPM, cette reprise de dialogue est également un signal positif. Reste à voir si les autres composantes du FLNKS seront sur la même lignée que le PALICA. Actuellement, le groupe UC FLNKS nationaliste est encore dans l'enceinte du Haut-Saria. Le RDO l'est également. À noter la présence aussi de l'USTKE et du Parti travailliste. Cette journée de rencontre doit se terminer par une réunion entre les ministres et les membres de l'Éveil océanien. Merci Audrey pour toutes ces précisions. Donc je vous rappelle qu'il était en direct du Haut-Saria. Merci. Politique toujours et nickel, bien sûr. Le transfert des titres miniers à la province sud fait débat au Congrès. Le projet de loi du pays sur la modiation des concessions minières a été adopté hier soir après de longs débats et des dissensions à l'intérieur même des groupes politiques. Retour sur les enjeux de ce vote avec Océane Dacounia. Des groupes déchirés au Congrès, c'était le prix à payer pour adopter le projet de loi sur la modiation. La mesure devait être le point final de l'accord politique qui avait marqué la fin du conflit de l'usine du Sud en mars dernier. Mais le texte, adopté hier soir, ne fait pas consensus. En sa faveur, les signataires de l'accord politique, les loyalistes, l'UCF-LNKS nationaliste et une partie seulement de l'Avenir en confiance. Oui, mais néanmoins, ce sont les voix de notre groupe qui permettent au texte de passer, parce que nous ne voulions pas empêcher la province sud de mener sa propre stratégie minière et industrielle et de mettre en place ce système de loyer qui fait l'objet d'un accord politique entre différentes parties prenantes. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a une différence province nord, province sud. Ça montre à quel point il faut laisser les provinces pouvoir avoir leur propre stratégie minière et métallurgique, et l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie doit donner cette souplesse. Deux stratégies minières s'opposent, celle du Sud, la cession à modiation des titres miniers au bénéfice principalement des provinces, et celle du Nord qui consiste à imposer les entreprises sur l'extraction et l'exportation de minerais au profit cette fois-ci de la Nouvelle-Calédonie. Les sommes collectées seraient alors redistribuées selon la clé de répartition. Contre le texte, une partie de l'UNI, mais aussi Calédonie Ensemble. C'est pas Calédonie Ensemble qui met des bâtons dans les roues, c'est toute la profession métallurgique et minière qui craint légitimement que ce dispositif de cession à modiation soit la porte ouverte à toutes sortes de chantages sur le terrain de la part de pseudo-autorités coutumières, de GDPL, de populations locales ou de je ne sais quel acteur économique de pouvoir participer au bénéfice de royalties de l'activité métallurgique et minière. Et c'est là que ce texte il pose problème, parce qu'effectivement, en réglant la question
de l'usine du Sud, il ouvre la possibilité, parce qu'il n'est pas suffisamment sécurisé, de déclencher des conflits du même type un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie. Sollicité, l'UNI n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Le texte a été adopté. Prony Ressources doit maintenant céder ses titres miniers et s'acquitter d'un montant qui restera confidentiel. Voilà, et le contrat avec Prony doit encore être rédigé et que ça pourrait donc prendre plus de mois. Lundi prochain, le pays marquera le 38e anniversaire de la disparition des 10 de Tiendanit. À 30 minutes du village de Yingen, en direction de la tribu de Tiendanit, se trouve un site avec les carcasses de camionnettes, des vestiges qui restent de cet événement tragique. Joël Tjibaou, l'un des fils du leader indépendantiste dont les frères ont été assassinés ce 5 décembre 1984, nous parle du devoir de mémoire. C'est ce que nous voulons aborder ce soir dans l'œil de la rédaction. Mais je veux dire, tu vois, quand tu tires là, c'est pas pour tirer les pieds. Là, c'est pour taper la tête. Ça. Le projet, on l'a fait avec il y a un vieux qui était avec nous, Bernard Maïpas. Là, il fait partie des rescapés. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup accompagnés aussi dans le devoir de mémoire, dans le devoir de... Pour qu'on n'oublie pas que voilà, la politique, ça engage aussi la vie des gens. Aussi. Le 5 décembre 1984, à Wagnat, dans la vallée de Yingen, des militants kanaks indépendantistes sont victimes d'une embuscade. Parmi les 10 morts se trouvent 2 des frères de Jean-Marie Tjibaou. Aujourd'hui, sur les lieux du drame, se dressent désormais des sapins et une stèle commémorative. Le site il est ouvert, les gens peuvent s'arrêter, venir. Des fois on voit les gens qui ont du mal, là, surtout les Européens, ils ont du mal à s'arrêter là pour... Mais le monument il est ouvert, il n'y a pas de... Il y a une partie là-bas musée, mais les gens peuvent venir se recueillir ou simplement regarder, parce que ça fait partie de l'histoire du pays. C'est André Lévy, maire de la commune de 2017 à 2020, qui concrétise le projet Wagnat. Après plusieurs années dans les tiroirs de la mairie, la stèle commémorative est inaugurée en mai 2019. Ça fait partie de ce qu'on a appelé les événements et la suite des événements. Et donc c'est pour cela que j'ai souhaité avec le conseil municipal de l'époque, qui était dans ma mandature, de faire en sorte qu'on érige cette stèle pour qu'on puisse en parler, mais de manière peut-être plus structurée. Donc cette stèle où on a fait venir un artiste qui permet de faire de cette stèle un endroit commémoratif, mais aussi un symbole. Le symbole que la jeunesse, elle doit s'accaparer de son histoire, même si elle est douloureuse, mais c'est ça qui nous permet de dire qu'il y a eu des sacrifices de la part de leurs parents, grands-parents, etc., qu'on est en droit de faire en sorte que ce souvenir persiste. Si 38 ans après le drame, les familles des victimes partagent cette histoire avec les Calédoniens, ce passé douloureux reste encore mal assumé. Aujourd'hui, ce monument ouvert au public se veut être une passerelle au destin commun. Reste à donner peut-être une place plus importante à la période des événements dans les programmes scolaires du secondaire. Voilà, Wagnat, un patrimoine à s'approprier. On écoute Clara Philippi, chercheuse en histoire, qui travaille sur le thème du travail de mémoire et de la réconciliation après les conflits. On l'écoute. Cet événement-là, il n'est pas encore dans l'histoire officielle. Et il est encore dans l'histoire individuelle de chacun, dans la mémoire individuelle de chacun, mais il n'est pas encore dans la mémoire officielle, donc pas encore dans l'histoire. Et c'est un peu le souci qu'on a eu en Calédonie. J'ai l'impression qu'on est resté beaucoup dans les mémoires individuelles de chacun et qu'on n'a pas encore réussi à faire mémoire collective et donc pas encore mémoire officielle. Par mémoire officielle, j'entends ce qu'on transmet dans les manuels scolaires. Et donc, comme Emmanuel disait, on transmet beaucoup plus sur l'histoire de la France que sur l'histoire de notre pays parce que peut-être qu'au niveau individuel, on n'a pas encore réussi à faire ce travail de mémoire.
Voilà, Clara Philippi, chercheuse en histoire que nous entendons aux côtés d'Emmanuel Chibaou dans l'émission Ça vous parle, présentée par Blandine Guillet. Et d'ailleurs, le 5 décembre, votre chaîne diffusera le film Wagnette sur une terre de la République française, documentaire d'Emmanuel Debouliche et Dorothée Tramparon. Santé à présent, jeudi et vendredi, les cabinets de médecine donc libéraux seront fermés en protestation sur, je cite, l'avenir sombre de l'offre de soins. Une grève pour interpeller le gouvernement. Une réunion s'est tenue donc il y a quelques instants avec Sonia Baquès, présidente de la province Sud, et nous recevons ce soir le docteur Johan Nouwen. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre du syndicat des médecins libéraux. Merci d'avoir accepté notre invitation depuis nos bureaux de Nouméa. Le collectif a rencontré Sonia Baquès, la présidente de la province Sud. Est-ce que nous avons des nouvelles de cette rencontre ce soir ? Pour le moment, rien n'a fuité. D'accord, donc du coup, aucune information. Alors, vous avez demandé à rencontrer le gouvernement, mais aucune réponse de sa part, selon vous. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? On voudrait que le gouvernement, que la Calédonie puisse travailler à l'attractivité du territoire. C'est-à-dire que, avec le syndicat, on a commandé un audit pour essayer de faire le bilan de l'état de santé et de la médecine en Calédonie. Et on se rend compte que l'état de santé de la médecine est très mauvais en Calédonie. Il y a trop peu de médecins. La Calédonie, c'est vraiment un territoire, c'est vraiment un désert médical. Il y a trop peu de médecins, généralistes, spécialistes. Il y a de moins en moins de médecins. Les médecins sont de plus en plus âgés. La moyenne d'âge des médecins en Calédonie est élevée. Près d'un médecin sur deux a plus de 60 ans. Ce sont des médecins qui ne travailleront plus très longtemps. Moins d'un médecin sur 5 généraliste à moins de 40 ans et moins d'un médecin sur 6 spécialistes à moins de 40 ans. Donc c'est vraiment, la démographie médicale est inquiétante. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, on aura de moins en moins de médecins. On a de plus en plus besoin de médecins en Calédonie parce que la santé des patients se dégrade. Donc les besoins augmentent d'un côté, les solutions apportées par les médecins diminuent. Et donc on est dans une situation, on va dans le mur. Il y a de moins en moins de médecins, il y a de plus en plus de problèmes de santé. Et il n'y a pas de médecins qui arrivent pour remplacer les médecins qui s'en vont. Donc on est dans une situation qui n'a pas de solution. Et donc on a essayé avec le syndicat de trouver de pouvoir faire des propositions. Et on voudrait bien pouvoir discuter avec le gouvernement, avec les provinces, pouvoir discuter avec les interlocuteurs de santé pour pouvoir évoquer des solutions qu'on pourrait trouver pour rendre le pays attractif. Il y a peu, le pays était très attractif. Quand une place se libérait, il y avait plein de candidats pour suppléer à la demande. Maintenant, il y a plus de candidats qui viennent remplacer les médecins qui s'en vont. Les médecins s'en vont, quittent, ne trouvent pas de repreneurs. Et donc, les médecins qui restent ont 2 fois plus de travail. Les patients qui restent n'ont plus de médecins vers qui se tourner. Et cette situation s'empire. Donc, on voudrait trouver des solutions pour rendre le pays à nouveau attractif. Alors, justement, vous parlez de province. La province Sud a proposé une prime d'installation. C'est une question d'argent ou de moyens humains. Les propositions ne séduisent pas ? Si vous voulez, la province a fait une proposition financière pour motiver des arrivants. Cette proposition, elle a été faite de façon unilatérale, sans concertation avec nous. Nous, j'entends le syndicat, plus de la moitié des médecins libéraux sont affiliés au syndicat des médecins libéraux. On a plein de propositions, mais c'est non seulement faire venir des gens, mais c'est surtout retenir les gens qui sont là pour éviter qu'ils ne s'en aillent. Et oui, rendre le pays attractif. Le pays a perdu toute son attractivité. Les gens n'ont plus envie de venir et les médecins n'ont plus envie de venir et les médecins ont même tendance à quitter le territoire. Donc il faut trouver des solutions pour que les médecins restent. Pour faire venir des médecins, oui, pour que les médecins restent. Et donc proposer une prime financière, oui, c'est une des façons de faire venir les médecins. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure. Le mieux serait d'en discuter. Alors, en province Nord, justement, 2 docteurs étrangers exercent il y a peu à Ouigoua. Super. Donc, les textes ont changé pour faire face à la pénurie de médecins. C'est une première solution, qu'en pensez-vous ? C'est super. Plus il y a de solutions, plus il y a de médecins qui viennent, mieux c'est pour tout le monde. Mieux c'est pour nous, mieux c'est pour les patients. C'est super. Ces médecins étaient à Yaté il y a peu, je les avais contactés. Et maintenant, ils sont en province Nord. C'est super. Ce qu'il faut, c'est pas boucher des trous en mettant des médecins qui viennent faire des passages d'1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est trouver des solutions pérennes. C'est installer des médecins, faire venir des médecins, leur donner envie de rester, de s'installer et de prendre une part réelle dans la vie du pays. Quand on est un médecin itinérant, on fait 3 mois ici, on fait 3 mois à Tahiti, puis on part à La Réunion. Et c'est super, c'est des expériences de vie très intéressantes. Mais c'est pas ça les solutions qu'il faut à la Calédonie. Ça fait partie d'une solution temporaire,
ça peut faire partie d'une solution si on donne envie à ces médecins de s'installer sur les territoires durablement. Alors, si le 1er et le 2 décembre, le gouvernement ne vous rencontre pas, n'accepte pas de vous rencontrer ou de vous entendre, quelle serait l'alternative pour vous? Je ne sais pas, on ne va pas tirer des plans sur la comète, on verra. En tout cas, les médecins sont très mobilisés, sont très inquiets pour l'avenir de la Calédonie, pour l'avenir médical de la Calédonie. Et donc, pour qu'un médecin fasse grève, il faut vraiment que le bouchon soit poussé loin. Et là, quasiment l'ensemble des médecins libéraux sont motivés à faire grève, veulent trouver des solutions parce que ceux qui restent croulent sous le travail et donc on fait un travail de mauvaise qualité parce qu'on a trop de travail. Il faut qu'on puisse faire venir des gens, il faut qu'on ait envie de rester, il faut rendre ce pays attractif et donc tous les médecins se sentent concernés. C'est un problème qui ne concerne pas que les médecins libéraux. Les médecins hospitaliers sont dans la même détresse. Ils ont trop de travail, ils ne sont pas assez nombreux. Il faut faire venir des gens. Il faut rendre le pays attirant. Il faut, pour pouvoir continuer à offrir une santé de qualité aux Calédoniens, il faut qu'il y ait des médecins. Il faut que les médecins aient envie de venir, se sentent bien et n'aient pas envie de partir. Et c'est de tout ça dont on voudrait discuter avec les autorités sanitaires du pays. Docteur Yohan Nowen, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avec plaisir. En bref, et pour rappel, donc pour ceux qui ont encore des anciennes pièces de monnaie, il ne vous reste qu'15 jours pour les rendre. À partir de jeudi, elles ne seront plus acceptées dans les commerces et dans les banques. L'occasion aussi de faire un geste pour l'environnement puisque ces anciennes pièces seront recyclées. Direction Lifou, plus de 200 élèves des écoles primaires du district de Lossi se sont donné rendez-vous aujourd'hui à la maison commune de la tribu de Mou. Objectif, restituer leurs travaux effectués durant toute l'année avec les personnes ressources et les associations culturelles de l'île. Objectif, encore une fois, sauvegarder et transmettre notre patrimoine culturel, une ambiance festive, pour marquer la fin de l'année. Un reportage d'Henri Naïloulou. Des danses comme le tchap, des chants composés en langue, des scénettes tirées de contes en djihou ou encore divers ateliers de projection ou d'explication sur la construction de cases traditionnelles, autant d'activités qui sont proposées par les élèves des écoles primaires de Lossi. Un objectif plutôt réussi pour les organisateurs qui souhaitent mener une éducation plus riche en lien avec le patrimoine culturel de l'enfant. On s'appuie sur le milieu de l'enfant, l'environnement de l'enfant, les espaces, différents espaces des enfants pour l'aider à grandir, à connaître son milieu, à parler de son milieu, mais que ce soit en français ou en dehou, ils apprennent. L'important, c'est la rencontre de toutes les écoles. C'est bien de tous les fins d'année, c'est bien de refaire par rapport aux danses pour la case, la danse tchap, bois. C'est bien d'apprendre à nos enfants. C'est tout naturel parce qu'en même temps, on façonne des hommes, on doit construire notre pays. Mais il faut que ces personnes-là puissent avoir un petit peu dans leur bagage notre culture et le patrimoine qui est dans notre environnement. Et après, on ira prendre de la richesse ailleurs, mais je pense que la richesse la plus importante également, c'est ici. C'est ce qui se trouve ici et dans notre environnement, dans notre tribu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Je vous invite à suivre notre émission Ça vous parle, animée par Blandine Guillet. Fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie.